Dans le cadre de la célébration de la Semaine des sciences organisée par le Centre de recherche en didactique et diffusion des sciences, les enseignants-chercheurs du dit centre ont échangé leurs expériences pour produire efficacement des publications dans des revues de renom. Le professeur Jacques Ngengurutse décèle les éléments majeurs qu'il faut pour produire un article d'une grande valeur scientifique. Ce n'est pas une loi que je vais présenter, mais c'est juste un témoignage personnel à moi que je vais partager. Quand j'ai fait une réflexion sur quelle stratégie prendre pour être prolifique, en fait, moi, je n'avais trouvé que trois stratégies, trois éléments stratégiques. Le premier, c'est de savoir trouver les bonnes idées qu'on trouve chez les collègues, qu'on trouve chez les étudiants, ou même toute personne avec qui tu peux discuter. C'est aussi, dans le même premier point, au niveau des idées, mais aussi des données. Parce qu'il y a des gens qui ont des données qui ne sont pas publiées, où on peut, après discussion, trouver les moyens de les rendre beaucoup plus utiles pour la communauté scientifique et pouvoir les publier. Le deuxième aspect, c'est de trouver des collègues, des gens, qui apportent un appui technique. Le troisième, c'est normal, c'est de trouver des bailleurs, quelqu'un qui pourrait supporter votre recherche. Alors, si vous voulez bien, je peux commencer par le premier point qui est trouver les bonnes idées. Et je viens de dire, trouver les bonnes idées, c'est trouver des étudiants, trouver des collègues, trouver des gens de la vie courante avec qui vous pouvez discuter et finalement, ils vont vous amener des bonnes idées. Des idées innovatrices, des idées intéressantes pour la recherche. Et j'ai montré que j'ai rencontré des étudiants qui m'avaient raconté ce qu'ils pourraient faire dans la recherche. Et donc, à partir de ces idées, on a pu faire des recherches qui ont été publiées d'ailleurs, qui ont été de grand intérêt pour le monde scientifique, finalement le monde socio-économique. Le deuxième, on peut trouver des collègues qui ont dans leur tiroir des données qui ne sont pas encore publiées, mais un collègue qui te dit « je ne vois pas comment je pourrais valoriser ces données ». Et quand vous discutez, vous trouvez que finalement, ce sont des bonnes données. En discutant, vous pouvez les valoriser et les rendre plus intéressants pour les scientifiques, pour la vie de tous les jours. Et donc, que ce soit des données novatrices qui peuvent être publiées. Et du coup, j'ai montré aussi qu'il y a des exemples des collègues qui avaient des données qu'on a pu valoriser, publier dans des bons journaux scientifiques. Mais quand je parle des idées, vous savez, il y a beaucoup des idées qui, des fois, sont bonnes, mais ne sont pas intéressantes. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un te dit, voilà, on pourrait faire des analyses pour voir si les espèces de plantes qu'on utilise au Burundi pour lutter contre le coronavirus, on a vu des espèces d'arbres comme les eucalyptus qu'on ramassait de part et d'autre à l'intérieur du pays, qu'on amène à Bujumbura. On peut parler des Muravumba qu'on a vu à Bujumbura qui étaient abondants mais qui, durant la période de coronavirus, étaient décimés, je dirais, et utilisés. Quelqu'un qui te dit, on pourrait faire des analyses biochimiques pour montrer que voilà. Oui, ce sont des bonnes idées, mais à notre niveau, on n'a pas le matériel, on n'a pas la capacité technique de le faire, de travailler sur ces sujets. Donc, pour moi, ce n'est pas des bonnes idées. Ce sont des bonnes idées, mais à notre niveau, qui ne peuvent pas être valorisées. Mais une bonne donnée, c'est quelqu'un qui te donne une idée, mais qui peut être mise en œuvre avec les moyens qui y est disponible dans notre labo, dans notre équipe de recherche ou à l'Université du Burundi. Donc c'est ça que j'appelle des bonnes idées. Pour les données, j'ai déjà expliqué que voilà, des collègues qui ont des données peuvent les amener, vous les valorisez, vous les publiez, parce qu'après avoir discuté, vous trouvez que finalement, ça pourrait être articulé d'une manière ou d'une autre pour les rendre plus attractifs et plus intéressants pour des publications scientifiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de trouver des collègues, de grands techniciens, de grands experts qui peuvent vous proposer finalement des analyses. Vous avez une base de données intéressante, mais vous ne savez pas vraiment les rendre beaucoup plus attractifs, beaucoup plus valeureuses. Et donc,
quelqu'un va te dire, avec tes données, on peut faire une analyse statistique de telle manière, et on va mettre en évidence tel paramètre, tel élément, on aura démontré ceci, cela. Et du coup, un collègue statisticien, il va te montrer que tes données ont un très grand intérêt scientifique et son apport devient très important. Ça, c'est le premier côté. Tu peux trouver quelqu'un qui te dit, voilà, tu viens de faire un inventaire sur les plantes médicinales qui peuvent soigner telle maladie. Alors, il te dit, dans mon laboratoire ou dans mon service ou dans mon institution, on a une machine qui peut faire la phytochimie ou la biochimie de telle plante, telle. Et vous trouvez que, en plus de l'enquête ethnobotanique que vous avez faite, vous pouvez aussi faire des analyses biochimiques. Et du coup, vous donnez vraiment d'une grande valeur, vous amenez une plus-value à votre recherche, et donc ça devient des données qui sont publiées, et qui sont publiées avec un grand intérêt scientifique et un grand intérêt finalement pour le monde socio-économique. Vous pouvez trouver des gens, un cartographe qui te dit, tu es allé sur terrain, toi travailles dans telle zone, mais toi tu veux le raconter dans un texte, mais amène ces données. Je vais te faire une très belle carte où quelqu'un qui va lire ton texte et va voir exactement sur quoi tu as travaillé. Par exemple, nous avons travaillé sur Oumoussoul, Occidental Absinica, qui se retrouve un peu dans le parc national de la Ruvubu, mais sinon tout le reste se retrouve dans le Mosso et dans le Buragane. Quand vous le racontez dans un texte, les gens ne vont pas vraiment percevoir qu'il y a une trop grande nuance à faire parce que la Ruvubu, c'est très loin par rapport au Buragane et au Kumoso. Et montrer qu'entre les deux, il y a le Buyogoma, il y a le Bweru qui n'a pas cette espèce. Et quand vous mettez sur carte, les gens vont directement voir que, ah bon, c'est très intéressant. Et pourquoi il y a cette espèce-là? Pourquoi toute cette différence, toute cette cas, il n'y a pas de cette espèce? Et donc, des données qui avaient une valeur scientifique, c'est vrai, mais cette personne qui vous élabore une carte va donner une plus-value à cette recherche. Alors, bref, quand les gens ne travaillent pas en solo, quand les gens travaillent en équipe, et quand vous menez à contribution différents domaines scientifiques, vous amenez, c'est comme des ingrédients, c'est comme amener une valeur ajoutée à la recherche et à la production scientifique. Et donc, c'était les deux premiers. Le dernier, c'est normal, quand on fait la recherche, on a besoin des moyens financiers. Et quand on n'en a pas, on a beau d'avoir des bonnes idées, mais on ne va pas les valoriser. Mais alors, pour les valoriser, il te faut de l'argent. Dans quelle revue faut-il publier dans la mesure où il y a des revues prédatrices qui demandent de l'argent pour promouvoir des pseudo-chercheurs? Revue prédatrice, c'est-à-dire en revue, qui te dit amène ton article, on va le publier. Et il va le publier dans 24 heures, il va demander de l'argent. Mais en fait, ce n'est pas un journal, il n'y a pas de qualité. Moi, je conseille à mes collègues qu'il y a chaque année, une liste des revues prédateurs. Il ne faut pas envoyer vos articles dans ces revues parce qu'ils n'ont aucune valeur scientifique à apporter. Et puis, quand nous publions, il y a des reviews, on vous lit. Les pairs vont lire votre travail, ils vont trouver ce qui ne va pas, ce qui va, les défauts, corriger ici, corriger là, ou ils vont vous dire carrément votre travail ne vaut pas la peine. La langue de publication y est pour grand-chose, car il faut être le plus lu et avoir des contributions des autres collègues chercheurs étrangers. Il faut qu'on publie, là on va se faire lire. Alors comme c'est de la science, comme par exemple moi qui travaille sur la biologie un peu, c'est mieux de publier dans la langue où on est mieux lu. Et donc, je devrais d'abord publier en Kirundi, mais je ne l'ai pas encore fait. Et je devrais alors publier en anglais, pas en français, parce que si on sort du cadre local burundaise, ce sont les anglophones qui sont plus nombreux, et donc il faut publier en anglais. Mais, il y a un niveau stratégique. Est-ce que je devrais publier en Kirundi? Je n'ai pas encore fait ça. Mais j'aime dire aussi que publier, c'est après un peu construire son nom, construire son CV. Et donc, des fois, on publie pour avoir la stature internationale. Finalement, pour avoir accès à ces fonds, il faut que tu publies. Il faut que quand tu demandes un financement, tu montres que tu as déjà travaillé sur des aspects différents, qu'on voit que tu es un chercheur chevronné. Alors, comme le monde est anglais, donc il faut publier en anglais.
Les chercheurs devraient valoriser leurs travaux de consultance qui sont stockés dans les tiroirs des organismes qui ont commandité le travail. Ici à l'Université du Burundi, il y a plusieurs enseignants qui ont fait des consultances pour des différentes institutions. Et j'ai montré l'exemple d'un article qui vient d'être soumis pour publication, avec de l'argent qui m'avait été donné pour préparer une conférence. Et après la conférence, j'avais remis le rapport et j'avais terminé mon travail. Mais après, je suis allé encore une fois chez le bailleur pour lui dire, écoute, on a terminé le travail, vous avez votre rapport dans le tiroir. Si vous êtes d'accord, on peut en faire un article à publier. Et donc, il a dit oui, il devient co-auteur. Mais finalement, cet argent dont le travail, dont la tâche avait été déjà clôturée, cet argent a servi à produire un article scientifique. Et donc, c'est un double avantage, c'est une plus-value qui a été obtenue à partir de ces fonds. On a animé une conférence que les gens ont appréciée, mais en plus, on a produit un article scientifique. C'est pour notre bien, le bien des co-auteurs, mais aussi le bien de l'université. Et donc, c'est ça surtout sur quoi je me suis borné. Mais sinon, il y a des fonds, différents bailleurs, mais je sais qu'à l'échelle de notre université, les gens disent que c'est très difficile d'avoir cet argent et je suis d'accord parce que ça demande, il y a une très grande compétition internationale parce qu'en général, ce sont des bailleurs internationaux et donc il faut se battre avec le monde entier et donc c'est pas facile, mais j'ai montré que c'était possible parce que j'ai montré qu'on avait déjà un projet qui était financé pour la recherche, mais je vais dire que c'est peut-être aussi une chance parce que j'ai déjà aussi soumis plusieurs fois des projets qui n'ont pas été retenus. Si une fois ça a été retenu, donc ça demande du labeur, ça demande d'être ardent dans la rédaction de ces projets et être prêt de recevoir la réponse, de dire que malheureusement votre projet n'a pas été retenu. Mais surtout, je voudrais rappeler à mes collègues que cet argent pour les consultances où on collecte les données, où on produit un rapport et que vous savez que ce rapport va se conserver dans un tiroir. Une fois le mois passé, vous avez produit le rapport, on vous a dit que le projet est bien clôturé, que ça a été bien fait, vous avez votre attestation de bonne exécution, vous pouvez retourner sur le bailleur et lui dire « Est-ce qu'on ne peut pas publier ces résultats avec votre co-contribution ?» Vous pouvez être des co-auteurs ou on va vous mettre juste dans la rubrique des remerciements.